Alors, d'abord, sur la première question, la cotisation sociale patronale, je suis entièrement d'accord avec ta remarque. Euh, le salaire total, c'est le salaire avec l'ensemble de ses cotisations dites salariales et dites patronales. Et en fait, le brut n'est jamais que le paramètre de la négociation entre le salarié et le patron. Mais il y a parfaite unité de cotisation entre les cotisations patronales et salariales. Donc, je suis entièrement d'accord avec ça. Le salaire total, c'est le salaire avec l'ensemble de ses cotisations. Et d'ailleurs, c'est souvent ce que j'entends des gens qui me disent: ah, mais le problème en France, c'est qu'il y a trop de cotisations, regardez l'Allemagne. Ben, c'est très facile. Si jamais on disait, ben, tiens, par exemple, la politique familiale ou par exemple, tout ce qui a trait à la santé publique, on sort des cotisations, ben, je veux dire, c'est pas de la magie. Ce qu'on a enlevé des cotisations, il va falloir le retrouver par les impôts. Donc en réalité, ben, les salariés vont se retrouver ensuite pénalisés. C'est-à-dire qu'en enlevant des cotisations patronales, on a enlevé une partie du salaire, ni plus ni moins. Et c'est pour ça d'ailleurs quand on s'amuse, alors je suis toujours effaré de voir que des économistes soi-disant sérieux à la télévision nous présentent des comparaisons de salaires entre des pays différents. Rien n'est plus faux que de comparer un salaire brut français avec un salaire brut anglais ou un salaire brut allemand. C'est débile. Une telle comparaison est tout simplement débile. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est l'ensemble du salaire avec ses cotisations inclus. Voilà. À la limite, ce qui peut être aussi intéressant, c'est de prendre les cotisations. Voilà. Alors maintenant, pourquoi j'ai parlé de cotisation sociale patronale? Parce que ça s'appelle comme ça. Peut-être que j'aurais dû dire dite patronale, mais on m'aurait demandé pourquoi tu dis dite patronale. Bon, voilà. Donc, voilà où on en est. Maintenant, est-ce que la sécurité économique s'applique aux entreprises individuelles? Réponse oui. Ça s'applique à l'entrepreneur individuel. Ça signifie qu'en fait, c'est quelque chose qui est basé sur la trésorerie, donc c'est quelque chose qui est relativement facile à établir sur un régime pour l'entrepreneur individuel. Bon. Il se trouve qu'en France, on a introduit un régime absolument incroyable, qui est le régime de l'auto-entrepreneuriat, dans lequel, bah, je dirais, on cotise pratiquement pas. C'est d'ailleurs un régime quasiment fiscal, puisque l'impôt sur revenu est libératoire. Je crois que c'est 1% ou quelque chose comme ça, c'est très très faible. Et comme me disait un syndicaliste une fois, il me disait, je me demande, moi, si l'auto-entrepreneuriat, c'est pas un machin pour tout simplement légaliser le travail au noir, ni plus ni moins. Voilà. Alors c'est vrai que des auto-entrepreneurs pourraient me faire l'objection, mais attends, là j'étais sur un système vachement facile, et maintenant, ça va être compliqué. C'est vrai, c'est une objection. Bon, en général, les auto-entrepreneurs, il y en a qui gagnent très bien leur vie, c'est vrai, sur certains métiers pointus, mais en général, on les retrouve aussi chez les travailleurs Uber, Deliveroo, etc., ou dans des métiers à relativement faible valeur ajoutée. Donc, ils ont tout à gagner en règle générale avec la sécurité économique. Et tu me parles des coopératives d'activité et d'emploi, je pense très sincèrement que la coopérative d'activité et d'emploi est probablement une réponse à cette question. Alors, je vais parler des coopératives d'activité et d'emploi puisque tu me lances là-dessus. Les coopératives d'activité et d'emploi, c'est une forme d'entreprise que j'aime énormément. Ce sont des scopes, mais à la différence d'une scope qui a une activité, une seule, c'est un peu chaque entrepreneuse et entrepreneur, ou groupe d'entrepreneuses et entrepreneurs, qui amènent leur activité, qui est fusionnée dans une structure, qui s'occupe de tout. Et un des critères, il y a différentes raisons à la coopérative d'activité et d'emploi, mais une très très forte, c'est l'idée de dire nous voulons en tant qu'entrepreneurs être au régime salarial. Je discutais l'autre jour avec Stéphane Veillère de Copanam, et il me disait, mais c'est absolument incroyable cette crise du Covid, parce que ce pourquoi nous nous battions depuis des années, c'est immédiatement réalisé. C'est-à-dire que nos entrepreneurs membres ont pu toucher le chômage technique dans le cadre de la coopérative d'activité et d'emploi, et Copanam a, comme toutes les coopératives d'activité et d'emploi, ont parfaitement traversé la crise. Je milite, et dans le projet de sécurité économique, c'est un point fondamental, pour qu'il y ait un seul et unique régime de cotisation sociale, quelle que soit son activité.
que les régimes indépendants viennent au régime salarié et cotisent fortement. Ça ne sera pas un problème d'emploi puisqu'il y aura effectivement des revenus non plus, puisqu'il y aura l'allocation qui va intervenir. Mais il faut un régime unifié de cotisation sociale proportionnelle. Je suis extrêmement attaché à ça. Et je pense que la coopérative d'activité et d'emploi peut être une réponse très simple à toute une série d'entrepreneurs en leur disant mais rejoignez donc une coopérative d'activité d'emploi parce que un des discours de la coopérative d'activité d'emploi vis-à-vis de l'entrepreneur, c'est vous tracassez pas avec la compta, ne vous tracassez pas avec ce genre de chiffres, c'est nous qui allons prendre en charge et bien entendu vous aurez les tableaux de bord de votre activité et on discutera économie, mais on discutera pas administratif. Donc je pense très sincèrement que la CAE, comme d'ailleurs l'ensemble de l'économie sociale et solidaire, mais pour d'autres raisons, est appelée à fédérer énormément d'entrepreneuses et d'entrepreneurs dans ce cadre-là. Le salaire à vie de Bernard Friot, je connais bien Bernard Friot, hein, je le connais depuis 10 ans déjà, à peu près. Bon, c'est toute une théorie qu'il a derrière, hein. C'est une théorie autour de la qualification, autour de l'idée que nous aurions des salaires qui seraient donnés selon des qualifications données par des commissions de grade. Bon, le premier reproche que je fais, c'est que c'est pas immédiatement opérationnel. Moi, je ne sais pas d'où elles vont sortir, les commissions de grade. Ça, c'est un truc que j'aimerais bien qu'ils nous expliquent un petit peu, quels vont être les critères. Avant qu'on s'engage dans cette société, on voudrait un petit peu savoir quand même. D'autre part, alors tu parles d'analogie, oui, il y a une analogie extrêmement forte. C'est la socialisation d'une partie de la production. Donc moi, j'ai parlé avec des pourcentages qui allaient de 27% à 54% en fonction du salaire minimum qu'on a aujourd'hui. Ça pourrait monter, bien entendu, au-delà si on montait le salaire minimum. On pourrait faire une société encore plus égalitaire. Bernard Friot, il fait un saut magistral. Il passe à 100%, c'est-à-dire que 100% de la richesse que va produire les entreprises sera socialisée et redistribuée dans des caisses de salaire soumises au grade. Alors là, pour moi, c'est une révolution intellectuelle extrêmement forte qui nous fait sortir de l'économie de marché, très sincèrement, très fortement. Est-ce que tout le monde sera d'accord pour que la totalité de la richesse produite soit socialisée et reversée dans des caisses de salaire? Je prends un exemple, hein, je suis dans un petit restaurant, on a monté un restaurant à 4-5 personnes, il est super bon. Les gens viennent, donc il a un grand succès. Et puis on me dit, ah ouais, mais d'accord, mais tout part. Bon, alors ok, tout part, c'est dommage. Moi, j'aimerais bien toucher quand même un petit peu de ça. Je veux dire, c'est humain. Pas de... On est dans un cadre de solidarité, mais c'est en même temps humain. Et je pense que beaucoup de gens sont très attachés à l'idée d'avoir un retour immédiat sur ce qu'ils produisent. Mais non, là, ben, j'ai réussi un restaurant. Il va falloir que j'aille dans une commission de grade pour dire, hey, regardez les gars, on a monté un super restaurant, montez notre grade. Bon, si la commission ne veut pas... Pardon? Ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est un peu les macarons Michelin, t'as raison, tiens, j'avais pas pensé. Mais bon, sauf que là, ça touche à la paye, quoi. Ouais, les macarons Michelin, c'est violent, quoi, c'est vrai. Et là, ça touche un petit peu à la paye. Est-ce qu'il va pas demain y avoir des sociétés d'aigreurs et tout? Enfin, c'est les interrogations que j'ai. On partage quelque chose d'énorme avec Bernard Friot, qui est cette notion de socialisation d'une partie, alors lui parle de totalité, de la richesse produite par l'économie privée. Je pense très sincèrement que c'est une étape bien au-delà qui demande à être discutée. Et très sincèrement, je pense que les partisans du salaire à la qualification personnelle auraient tout intérêt à soutenir dès maintenant la sécurité économique comme étant effectivement un premier pas possible vers ce salaire à vie. Je parlais tout à l'heure d'un premier pas possible vers le revenu universel. On peut aussi dire un premier pas possible vers un salaire à la vie et à la qualification. Pourquoi pas? En tout cas, je pense que ça, c'est un point. Je reviens toujours à mon point de conclusion. C'est comment faire face au fascisme, comment se réunir, se regrouper en cohésion. Je pense qu'en apportant une solution qui est ouverte dans ses paramètres, on est capable de faire un axe extrêmement large qui est capable de repousser ça. Si on a une solution fagotée, c'est-à-dire si j'arrivais en vous disant il faut socialiser à hauteur du SMIC, je sais qu'on ne fédérera pas et on ne se battra pas contre la haine. Voilà. Sur l'échelle des salaires, moi j'ai tendance à dire que ça n'est pas à moi
ni à une autre personne de déterminer un petit peu cette notion d'échelle de salaire. C'est encore une fois de plus une discussion collective. Ce qu'apporte la sécurité économique, c'est de dire, ben, maintenant, ben, il y a une partie qui est extraite, qui est redistribuée de façon égalitaire, donc on est très égalitaire par rapport à ce qui existe actuellement. C'est une égalité qui touche à la répartition primaire des revenus, donc c'est important. Après, tout le reste, bah, quelque part, c'est le marché qui va le déterminer, avec des gens qui vont dire, bah, moi j'estime que je vaux tant, moi j'estime que je vaux tant, et l'intérêt de la sécurité économique, c'est effectivement de dire, ben, si jamais j'estime que je vaux tant, ben, que l'entreprise ne me le donne pas, je vais ailleurs, et je vais voir si c'est vrai, si ça colle, voilà. Donc, il n'y a pas vraiment de notion, je dirais, de qualification, de grille, de machin qui existe comme ça. On peut tout à fait imaginer en créer une. Moi, ça ne me choque pas de dire, bah, tiens, si jamais à un moment donné on a un salaire, si la société le veut, on a un salaire, bah, je veux que ce salaire soit garanti pendant une certaine période. Bon, mais ça suppose de cotiser à un système, ça suppose de le mettre en place. Moi, pourquoi pas, si la société est d'accord là-dessus pour avancer là-dessus, voilà. Mais autre type de débat qui est peut-être sous-jacent dans votre question, c'est la question de est-ce qu'il ne faudrait pas instaurer non plus un revenu maximum? Souvent j'entends cette question, hein. Là, avec ce système de la sécurité économique, vous avez compris que le revenu, il est infini. C'est un infini qui est divisé, si tant est qu'on puisse diviser un infini. C'est-à-dire que j'ai un salaire infini, enfin bon, le salaire infini n'existe pas, mais j'ai un salaire énorme, ben forcément, il va être réduit du pourcentage de mutualisation, ça vous le comprenez, tout simplement. Du coup, ça reste toujours infini. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre par un système fiscal, par exemple, ce qu'on appelle un revenu maximum admissible, où on dit à partir de temps, on écrète et puis on enlève? Oui, oui, je veux dire, c'est pas la sécurité économique. Je veux dire, la sécurité économique, c'est pas tout. Fort heureusement, c'est une brique, je pense, essentielle dans la définition de la cohésion de notre société, mais ça n'est pas tout. Si la société estime qu'il n'est pas normal de toucher plus de 5 fois le SMIC, ben mettons un impôt cette fois-ci. Alors là, il n'y a pas d'autre chose que de faire la redistribution a posteriori, hein. Je ne vois pas, je suis désolé, mais là, ça sera par l'impôt qu'on le fera. Je ne vois pas comment on peut faire autrement. Ensuite, sur les capitaux qui ont été mis dans la société, ça c'est une grande question, hein, ça c'est vrai. Le grand problème de ça, c'est... alors déjà, si on les a mis comment? Alors, il y a déjà le capital coopératif. Capital coopératif, c'est très très bien le capital coopératif, parce qu'en fait, le capital coopératif, quelque part, alors je vais vous dire un truc, il y a des libéraux qui vont se réjouir, qui vont se frotter les mains quand ils vont entendre ça. On va dire que le capital coopératif, quelque part, il y a un petit côté prêt. C'est-à-dire, j'amène une part sociale et demain, on me remboursera ma part sociale quand je le demande. C'est vrai, c'est une réalité. Donc, elle n'est pas affectée par la sécurité économique. C'est-à-dire qu'on va rembourser beaucoup de coopérateurs parce qu'on aura besoin de moins de capital. Donc, ils n'ont rien perdu. Par contre, effectivement, le capital, d'une façon générale, dans les sociétés de capitaux, qu'il soit un capital salarié ou un capital financier, hein, financier, mais oui, forcément, la sécurité économique va réduire. Peut-être que la sécurité économique avancera de façon progressive à cause de ça. C'est possible, hein, de façon à ce que les anticipations des agents économiques baissent et tout. Mais ça n'est pas à moi de dire comment ça va se passer et c'est encore une fois de plus, les paramètres de la sécurité économique relèvent du débat politique, je suis très attaché à ça. S'il y a un accord politique pour vraiment saccager les valorisations boursières des sociétés et tout, on avancera là-dedans, mais ça veut dire qu'on change vraiment d'économie, hein. On bascule sur une économie sociale et solidaire, coopérative, etc. On change vraiment, hein, de paradigme. Très très bien, j'écris là-dessus justement, c'est un scénario possible. Peut-être que ça sera au contraire une sécurité économique beaucoup plus, je dirais, timorée, centriste, dans lequel on aura le plein emploi, mais juste le plein emploi. Et bon, bah oui, il faudra que les sociétés, quelque part, payent leur dû, mais en même temps, ça n'est pas non plus dramatique, elles vont continuer, sans compter qu'il va y avoir un marchandage terrible dans la mise en place de cette sécurité économique. Sachez aussi quand même qu'il y a toute une série d'impôts que les entreprises payent, etc., qu'elles paieront peut-être moins grâce à ça. Il y a toute une série d'arbitrages qui se font entre les salaires, l'impôt sur revenu, ce que payent les sociétés. Je crois que le débat politique est ouvert là-dessus. Voilà.
Cette proposition, en l'état actuel des choses, est relativement technique dans sa présentation, c'est vrai. Bon, elle fait appel à des notions d'économie, je l'admets. Je l'admets. Maintenant, il faut, ce n'est pas ni moi tout seul, ni un petit groupe, compris le groupe que nous sommes ici, tout sympathique qui soit, qui sera capable de la porter, je le sais bien. Ce sont aux partis politiques de le porter. Et c'est ce que je vous indiquais en conclusion. C'est-à-dire que je disais, il y a un moment donné, et là, il faut vraiment penser le même processus que le Conseil national de la résistance, c'est-à-dire un regroupement de gens qui disent on va la mettre en œuvre en coalition et nous ne sommes pas forcément d'accord sur les paramètres, nous allons les trancher par la suite, mais qui très clairement dit aujourd'hui nous arrivons dans notre programme politique, nous avons une question importante à jouer qui est la question de la transition écologique. On parle de Éric Zemmour, là, on a parlé de ça, bien sûr, j'ai fait cette allusion, mais il y a aussi la notion de la transition écologique. Aujourd'hui, c'est aussi un danger qui nous menace de façon forte. Je ne pense pas qu'on sera capable de faire une transition écologique sérieuse si la question sociale n'est pas résolue, c'est-à-dire si toutes les personnes ne sont pas certaines d'avoir une place dans cette société de demain. Oui, j'ai été invité à l'Université d'Europe Écologie Les Verts en août ou septembre, je ne me souviens plus, et il y avait 300 personnes, on a débattu, et ça les a intéressés comme façon d'évoluer. Alors eux, ils sont pour le revenu universel, mais façon d'évoluer pour le revenu universel et une façon un petit peu plus perspective. Donc, je pense que c'est un chemin à prendre. Donc, on va prendre ce chemin. On est déjà un petit groupe qui travaillons là-dessus. Aller voir les partis politiques, leur en parler et commencer à porter cette idée. Mais je pense et je suis absolument certain que les partis politiques seront infiniment plus forts et crédibles s'ils disent oui, nous avons ensemble une solution dans laquelle nous mettrons fin au chômage, à la précarité, on établira un nouveau contrat social. Moi, je crois que c'est ça, je suis en ce moment dans cette logique, et je pense qu'il n'y a que ça qui nous permettra et de faire face à la transition écologique et de faire le barrage au fascisme. J'ai discuté avec une amie qui est embauchée dans une entreprise, elle ne touche pas énormément, et elle dit, j'ai une bonne relation avec ma patronne, hein, c'est pas une mauvaise relation, on discute, etc. Et ma patronne n'arrête pas de me dire, oh c'est horrible, on a des charges à payer, etc., etc. Bien sûr, c'est le discours dominant. Moi, c'est un discours que je comprends vis-à-vis d'une entreprise à très faible valeur ajoutée qui a du mal. Et je le comprends. Et à partir du moment où on arrive en leur disant, on a une solution dans laquelle ben, vous sortirez gagnant là-dessus, ben, quelque part, la sécurité économique, qu'est-ce que c'est? C'est un machin qui divise le patronat. C'est-à-dire que le patronat n'a pas arrêté de diviser le salariat, hein. Ça, il fait ça, il sait bien le faire. Mais là, on a quelque chose qui divise quand même le patronat. Il y en a qui vont gagner, d'autres pas. C'est quand même quelque chose qui a de la valeur en termes d'unification de la société, qui est important. N'oublions pas que dans les Gilets jaunes, vous aviez des petits patrons qui étaient au rond-point avec. Donc voilà, je crois qu'il faut répondre à cette question. Donc, encore une fois, alors, je sais qu'il n'y a pas cette violence de la guerre, etc. Il n'empêche que, regardons le dispositif politique aujourd'hui, on a une majorité qui est très faible électoralement parlant, Macron, qui sera probablement peut-être plus faible d'une certaine abstention, donc une base sociale relativement faible. Aujourd'hui, moi, la gauche, je la vois pas seule, comme ça, avec son logiciel. Enfin, je veux dire, elle nous a montré ce que c'était cette année, quoi, hein, en 2022. Moi, je dis, bien sûr, mais attendons dans 5 ans, si la droite se réunifie autour d'Éric Zemmour ou d'un truc comme ça, et c'est pas un scénario qui est complètement farfelu, hein, c'est un scénario qu'on voit en Pologne, c'est un scénario qu'on voit en Hongrie, c'est pas un scénario farfelu. Ça peut être un élément de rupture. C'est l'élément de rupture. Moi, je crois que c'est ça, Georges. C'est l'élément de rupture. Voilà. Et il va falloir faire vite. Et si un ensemble de partis dit on n'est pas d'accord, mais il y a au moins un point sur lequel on est d'accord, il n'y aura plus de misère dans ce pays. Après, il y aura des versions de gauche et des versions de droite. C'est normal.
Oui, alors c'est comme tu l'as dit en introduction, un petit peu provocateur. Bon, je le prends pas comme provocateur. Je dis que la question du statut des intermittents du spectacle, comme tu l'as si bien expliqué, il est fonction d'une activité donnée. Donc effectivement, a priori, dire on va le généraliser, on comprend pas très très bien pourquoi, puisqu'effectivement un artiste doit faire de nombreuses heures de répétition avant d'être capable de faire quelque chose. Bon, une fois ceci posé, je pense que c'est une réflexion qui est très intéressante, qui est de déconnecter. Enfin, je pense que cette sécurité économique pose déjà ça en germe. C'est-à-dire qu'elle dit, oui, une part de la rémunération n'est pas déterminée par la valeur marchande de la production. Ensuite, j'ai eu ce problème sur les indépendants. Les indépendants, on m'a dit, mais alors les indépendants, la notion de temps de travail n'existe pas chez un indépendant. Et oui, c'est vrai, une notion de temps de travail n'existe pas. Qu'est-ce qu'on fait? Bon. Est-ce que la réponse, moi la meilleure réponse que j'ai en ce moment, que j'ai donnée, c'est de dire oui, mais est-ce que c'est pas finalement une allocation que l'on donne? Et puis, ben, on considère qu'il fait un temps plein et on considère qu'il fait un temps plein à partir d'un minimum de flux de trésorerie, d'activité. Je m'excuse de reprendre un terme barbare, mais un minimum, je dirais, de richesse produite qu'il produit comme témoin de cette réalité. Donc, c'est peut-être une façon d'avancer vers ça. Je l'évoque dans un livre à écrire que je suis en train de travailler. C'est mon euh, troisième chapitre là-dessus, et cette question est abordée, effectivement, le livre n'est pas encore paru. Mais c'est effectivement une question à se poser, de dire, bah tiens, oui, on peut aussi commencer à généraliser ceci, on peut aussi le revoir par l'angle de l'écologie. C'est-à-dire, si on doit diminuer le temps de travail, alors je précise tout de suite que pour moi, la réduction du temps de travail n'est absolument pas une solution pour faire de l'emploi. C'est une solution de partage de la valeur ajoutée entre salaire et profit. C'est d'abord ça. Qu'après, c'est créer des emplois, on s'aperçoit que c'est marginal. Si je prends la réforme Aubry, si je l'appliquais arithmétiquement, le passage des 39 aux 35 heures, elle devait produire 2,5 millions d'emplois. Or, et voilà, c'est exactement ça. On est arrivé à Martine Aubry d'office dès le départ disait ça sera 800 000 et le meilleur résultat qu'on a eu c'est 400 000. Voilà, c'est les rapports les plus favorables. Donc ça c'est une. Mais par contre, d'un point de vue écologique, dans le cadre d'une décroissance, effectivement, la réduction du temps de travail fonctionne. Or, la réduction du temps de travail, je sais l'appliquer au niveau salarial. Qu'est-ce que je fais chez les indépendants? Et c'est là que j'explique que cette sécurité économique avec son mécanisme d'allocation, c'est une incitation à moins produire. C'est-à-dire que si jamais je monte l'allocation, qu'est-ce qui se passe? Ben oui, je vais être encore plus ponctionné, socialisé, que je vais cotiser sur ce que j'ai produit. Donc je vais être incité à moins produire. Donc c'est une espèce de réduction qui se fait comme ça pour commencer à aller vers ta société du rêve dans laquelle on dit, ben oui, il y a un minimum de tâches obligatoires dans la société, et par contre, une grande partie de notre rémunération correspondra à des tâches personnelles, non marchandes, totalement non marchandes, d'apport à la société, etc. C'est une façon douce d'avancer vers ce genre de choses, mais tu as tout à fait raison. Ce sont des thèmes, mais ce sont des thèmes que la société s'appropriera, je pense, au fur et à mesure d'avancer. Commençons par une version basique de la sécurité économique. Déjà, si la sécurité économique nous permettait de remettre les cotisations sociales sur les bas salaires, de récupérer 66 milliards d'euros, déjà, sans même parler d'emploi, ça serait pas mal. Si on commence à monter maintenant de l'emploi, ah ouais, là, franchement, ça devient bien. Et puis, ben, on commencera à discuter de la société qu'on veut et on va pouvoir enfin avancer. Mais on n'avancera que sur une société, qu'avec une société réconciliée avec elle-même, qui parle politique sans s'engueuler. Alors, je vais commencer par déstructurer cette question en deux parties. La première, c'est la notion d'alternative au capitalisme. Je crois que nous ne vivons pas dans des économies 100% capitalistes. Les alternatives, elles existent déjà. C'est en quoi nous ne vivons pas dans des économies 100% capitalistes. Ben, c'est très simple, c'est que déjà il y a une économie publique de services qui est publique, qui existe, qui n'est pas capitaliste, désolé. Et puis il y a la part de l'économie sociale et solidaire qui existe, qui sont des alternatives quand même assez vivantes par rapport au capitalisme. Pour moi, une scope,
c'est tout sauf capitaliste. Une société coopérative d'intérêt collectif qui est très différente d'une SCOP, ça n'est pas du capitalisme. Et même une coopérative d'usagers, on sort du capitalisme. Donc on voit qu'il y a ça. Ensuite, du point de vue des revenus même, le fait que même dans les sociétés de capitaux, une partie des revenus échappe par l'intermédiaire des cotisations à la marchandisation totale de l'économie, on construit encore un autre étage. Donc, je ne pense pas que nous ayons une vision dans laquelle ça... Et ça me permet de voir la question ensuite internationale. C'est-à-dire qu'en fait, on commence à voir, je crois qu'il faut sortir de cette vision campiste que le stalinisme nous a littéralement imposée. Hein. C'est la doctrine de la guerre froide, là, du camp, j'ai plus le nom en tête, dans lequel il y a les États démocratiques, la doctrine Ždanov, voilà, la doctrine Ždanov, dans laquelle il y a les États de démocratie populaire et les États capitalistes antidémocratiques. Non, je pense qu'on n'est pas du tout là-dedans. On est en fait dans des économies qui sont très différentes d'un pays à un autre, avec des pénétrations de secteurs publics très différentes et puis d'économies sociales et solidaires très différentes des uns des autres. Donc, j'ai plutôt une vision relativement souple. Alors, à partir de ce moment-là, introduire la sécurité économique, oh, la première question à se poser, c'est vis-à-vis du droit européen, est-ce possible, est-ce impossible? Je n'ai pas l'impression qu'il y ait d'impossibilité sur ce sujet. La question de la politique sociale dépend de la CRS, de la ressource des États membres. Donc je pense qu'introduire ça, et quand bien même ça serait un objectif, bah, ça serait l'occasion de porter la sécurité économique au niveau européen. Et même chose, je pense que la sécurité économique est quelque chose qui peut se développer sur l'interétatique. Lorsque lorsque l'Union européenne a intégré l'Espagne, le Portugal, la Grèce, elle a envoyé des fonds, bien entendu. Les entreprises du Nord les ont récupérés par de la consommation supplémentaire. Il y a toute une série de choses. On a eu l'endettement de la Grèce qui s'est fait sur ce fond-là. Hein. Un député grec me disait en rigolant, il me disait, oui, ben, vous savez, la dette de la Grèce, c'est un peu les BMW que beaucoup ont acheté. C'est pas absurde du tout comme remarque. Hein. C'est pas du tout absurde. Bien sûr qu'il y a tout ça, mais on aurait pu le faire d'une façon infiniment plus saine en disant pourquoi ne pas faire une sécurité économique nationale complétée par des sécurités économiques d'intégration d'un ensemble régional. Je pense que c'est quelque chose. Voilà. Donc voilà pourquoi je ne me fais pas pour l'instant de soucis sur cette question, parce que je ne travaille pas dans une vision campiste déjà, et ensuite parce que je pense que si un problème se pose, par exemple au niveau de l'Europe, il faut alors le voir comme une opportunité d'aller encore plus loin. Merci aux courageux et courageuses qui sont restés jusqu'au bout. On va vous remercier de votre attention à ce débat fort intéressant qui, à chaque fois qu'on voit Benoît, donne un peu envie de continuer et d'aller un peu plus loin à chaque fois. D'ailleurs, j'ai l'impression que toi-même, tu vas un peu plus loin à chaque fois dans tes réflexions. Je vous que la dernière fois, on avait beaucoup discuté autour des coopératives et de ce principe-là et tout, et que tu avances de plus en plus pour généraliser ta manière de penser, et qu'on a besoin de gens comme ça un peu pour imaginer et se donner des fondements je dirais, intellectuels mais concrets pour essayer de penser le système économique dans lequel on vit, qui, en fin de compte, devrait nous appartenir. Et la grande erreur qu'on fait sans doute, c'est de laisser l'économie aux économistes. Comme on disait, la guerre est une chose trop importante pour la laisser entre les mains des seuls militaires. On peut dire que malheureusement, le degré de formation et d'éducation collective aux questions économiques est souvent assez basse, hein, comme je le disais tout à l'heure, et c'est sans doute quelque chose qu'il va falloir envisager de corriger dans les années qui viennent. Donc on vous remercie d'avoir été là. Merci Benoît, merci Jean-Pierre, merci à Même Audio. Et puis, et à bientôt, camarades. Voilà, ben merci Pascal, merci les amis du monde diplomatique de l'invitation. Et petite précision, je ne suis pas économiste. Vous êtes sauvés. Remerciement distant qui disait merci, très intéressant, malgré les problèmes de son. Voilà. Bon, désolé. Bye bye. Merci, au revoir.